Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France qui prépare sa rentrée avec une nouvelle formule. Au programme, 3 thèmes d'actualité racontés par nos journalistes de la rédaction. Au menu du jour, le premier meeting de campagne d'Édouard Philippe, les résultats du bac dans notre région et l'interdiction des espaces No Kids levés. On en parlera évidemment avec nos invités autour de la table. Le grand entretien du jour, François Gémen, le climatologue et rédacteur du rapport du GIEC 2023 sera mon invité. Il répondra à nos questions face à l'urgence climatique et les canicules à venir. En culture, la bande dessinée est mise à l'honneur à la Monnaie de Paris dans une expo qui n'a pas peur de parler cash, argent, trésor, vol, débrouille au travers de nos héros de BD. Ça sera dans l'entretien culture du jour. Et puis le Figaro Histoire nous racontera l'histoire du Pont Neuf qui, malgré son nom trompeur, est en réalité le plus vieux pont de Paris. Encore debout, on en parle en fin d'émission avec Geoffroy Caillé. Hier, Édouard Philippe se jetait dans l'arène avec un meeting à Paris. Son slogan, enfin dévoilé, croire en nous. On en parle avec vous, Marie-Cécile Renaud, rédactrice en chef adjointe du service politique pour Le Figaro. Qu'est-ce qu'on retient de ce meeting ? Alors, ce meeting, ça devait être le point d'orgue d'une semaine qui avait très bien commencé pour Édouard Philippe, parce qu'il avait engrangé des ralliements, le ralliement de Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement, de Mathieu Lefèvre, ministre de la Transition écologique, et même la main tendue de Laurent Wauquiez. Est-ce que ça, c'était vraiment une bonne nouvelle pour Édouard Philippe ? Alors, c'est un autre dossier. Bruno Retailleau a dit « Je ne lui souhaite pas autant de mal que Laurent Wauquiez le rejette », ça résume bien. Mais donc, il avait eu tous ces ralliements, et donc le point d'orgue, ça devait être ce fameux meeting, ce premier grand meeting à l'Adidas Arena à Paris, dans le 18e, où il devait fendre l'armure et se lancer enfin. Résultat ? Alors, résultat, plutôt réussi sur la forme, un peu décevant sur le fond. Sur la forme, il y avait des tas de drapeaux français, européens, de l'euphorie, de l'enthousiasme. Donc l'engouement était plutôt là ? Oui, l'engouement était plutôt là. Bon, c'était ses troupes, hein. Il y avait beaucoup d'élus, il y avait des journalistes. Lui, il a réussi cet exercice, lui qui n'aime pas parler de lui-même, il a réussi à fendre l'armure, à tracer un récit un peu personnel, en parlant de sa famille qui est passée des docks du Havre au perron de Matignon en 3 générations. Donc, il a réussi à raconter une histoire. C'est important, après, la mobilisation. Oui, c'est très important, bien sûr. Mais en termes de mobilisation, ils attendaient 5 à 6 000 personnes. Je crois qu'on était en deçà. Ouais. Après, sur la forme, on attendait des propositions fortes. Il a promis un programme massif. Et pour le moment, on ne les voit pas venir. Il a utilisé à 36 reprises la France de nos enfants. L'intérêt de nos enfants, la France de nos enfants. Qu'est-ce qu'on doit comprendre ? Alors ça, c'était malin de parler à la jeunesse et effectivement aux parents aussi, aux actifs. C'est-à-dire qu'on veut tous laisser une France en meilleur état à nos enfants, désendettés, sûrs, etc. Le problème, c'est qu'on ne sait pas très bien comment il y arrive. Il y a eu des grandes idées générales. Bien sûr, l'école. Sophie est là, donc elle ne va pas me contredire. L'école, il faut refonder l'école, il faut refonder la justice, mais ça, on l'a déjà entendu plein de fois, 1000 fois. Rien mais après, de novateur. Comment on fait ? Le problème, c'est vraiment la mise en œuvre, l'application. Et là, on n'a pas eu grand-chose. Alors, je sais bien qu'on est en début de campagne, les élections sont dans 10 mois, c'est loin encore, mais on reste un peu sur sa fin, sur la mise en œuvre. Est-ce que ce n'est pas le principe aussi d'un premier grand meeting? On essaye plutôt de miser sur la personnalité, sur la forme, et puis on se basera sur le fond et sur les éléments de campagne un peu plus tard. Mais l'heure est grave. Déjà quand même, Édouard Philippe. Logiquement, il faudrait qu'il passe au cap. Voilà, qu'il accélère. On attendait que ça aille un peu plus vite. On attendait qu'il accélère. Alors, c'est vrai qu'on est en début de campagne, mais ça me rappelle un peu, vous savez, comme en 2017, sur la réforme des retraites, par exemple, c'était un système universel qui allait apporter de l'équité, de la transparence. Mais tout le monde applaudit, tout le monde est pour. Et après, on s'aperçoit bien que dans la mise en œuvre, l'application, ça aboutit à une usine à gaz inapplicable et on abandonne. Alors il faut travailler plus, il faut reporter l'âge de départ en retraite. Il a dit qu'il y aura beaucoup de sueur. Alors voilà, il refuse. Pas de larmes, pas de sang, mais de la sueur. Il refuse d'être le candidat du sang et des larmes, mais un peu de sueur en plus. Et il devrait au contraire assumer d'être le candidat du sang et des larmes, parce que quand Churchill parle de ça, il veut promouvoir un effort, un élan collectif, et c'est ce dont on a besoin aujourd'hui. Alors il promet quand même une campagne heureuse, joyeuse et optimiste. Moi j'ai l'impression que ça parle pas à grand monde et que ça ne dit pas grand-chose. Alors,
Moi, je pense que les Français ont tout à fait conscience que l'heure est grave, qu'il y a des dangers financiers, sécuritaires, géopolitiques. Donc, faire une campagne une campagne heureuse, je suis pas sûre. Je pense que les Français attendent plutôt du courage, de la volonté politique. Et il ne faut pas croire. Regardez, François Fillon en 2017, il avait promis la retraite à 65 ans, des diminutions de postes de fonctionnaires, des quotas d'immigration et il devait gagner, il était en tête dans les sondages. Bon, après, il y a eu d'autres affaires. Il y a eu des affaires, mais sur le fond du programme... entre autres, Sophie, entre autres. Sur le fond du programme, ça ne lui faisait pas perdre des voix. Au contraire, je pense que les Français, il faut miser sur leur intelligence, et ils savent que l'heure est difficile, et il faut du courage pour administrer des solutions radicales. Alors, et là, on était dans aucune forme de radicalité. Le RN et LFI l'ont bien compris, proposent chacun leurs options, mais dans le bloc central et de droite, il faut un discours musclé. On essaie de mettre en place une troisième voie. Oui, mais avec des vraies solutions, pas des platitudes. Et c'est pour ça que moi, j'enterrerai pas complètement Bruno Retailleau, qui est certes en dessous, sous Édouard Philippe dans les sondages. Mais qui a encore une carte à jouer. Mais qui a encore une carte à jouer, parce que c'est lui qui a le discours, finalement, le plus ferme sur tous ces sujets. Vous l'avez dit tout à l'heure, Édouard Philippe qui promet une grande refonte de l'école. Alors, ma chère Sophie, que nous connaîtrons enfin non, les résultats du bac, Sophie Tarlet, rédactrice en chef Le Figaro étudiant. Demain, c'est la fin du suspense pour 233 000 lycéens franciliens. Et c'est toujours un grand moment de stress. Alors que la réussite, quand même, je le dis, en 2025 était de 91,9%. Donc stress tout à fait. C'est vrai que le suspense est vraiment loin d'être là. C'est pour le bac général, 96,2%. Donc juste... Nos lycéens sont très très forts. Voilà. Alors, pas sûr, Madeleine, que ça soit ça. Petite comparative quand même par rapport aux années précédentes, pour peut-être les parents des jeunes qui passent le bac. En 88, le taux de réussite pour le bac général était de 74,3%. Eh oui. 98, 79. Puis après, ça s'emballe. Là, on est quasiment au 100%. On va bientôt arriver au 100%. Voilà, exactement. Est-ce que cette année, il y a eu un impact canicule? Il y a eu beaucoup d'élèves qui ont passé quand même ce baccalauréat dans des conditions difficiles. Non, ça s'est plutôt bien passé. Il y a toujours des jeunes qui se plaignent de la différence entre c'est vrai que c'est lié au nouveau bac. Il y a un jour 1 et un jour 2 pour les spécialités. Tout à fait. Et là, beaucoup de Français ont découvert cette histoire de jour 1 et jour 2. C'est vrai qu'ils n'avaient pas bien réalisé. Et il y a toujours des jeunes qui disent le jour 2 était plus difficile que le jour 1 ou vice-versa. Et c'est un peu chaque année. Et c'est vrai qu'avec toutes ces spécialités... Il y a un manque de lisibilité. On est obligé de faire des sujets différents. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué pour les jeunes. Mais sinon, il y a quand même le ministre de l'Éducation qui a promis d'être beaucoup plus sévère sur l'orthographe et la rédaction. On rappelle qu'il ne s'est pas écrit le mot accueil quand même. Ma collègue Caroline Beyer a dit que... oui, c'est vrai qu'il ne savait pas très bien écrire rhododendron, c'est ça? Rhododendron non plus. Voilà, rhododendron. Rhododendron, c'est plus difficile. Je crois que vous savez écrire rhododendron. Non, rhododendron non, mais accueil, oui. Dilemme et accueil. Voilà, dilemme et accueil. Non, mais en tout cas, c'est vrai que on peut regarder voilà, ce qu'on demande aux enseignants. On leur demande d'être sévère, c'est-à-dire que si la copie est illisible, il ne faut pas mettre la moyenne. Enfin, c'est quand même un peu évident, je pense. C'est ce genre de consigne qu'on donne. Mais je n'ai pas l'impression que les correcteurs, en tout cas, c'est ce qu'on leur a demandé, que les correcteurs seront plus sévères cette année avec l'orthographe et la grammaire. Donc il n'y a pas de raison de penser que le taux de réussite va varier par rapport à l'an passé? Non, il n'y a pas de raison en fait. Et puis même si ça baisse un peu, franchement, c'est très, très, très élevé, quoi. Il y a une différence public-privé ou pas dans les résultats? Ah oui, le taux de réussite est beaucoup plus élevé que dans le privé que dans le public. Et surtout, les meilleurs établissements en France, ceux qui obtiennent le plus de mentions très bien, félicitations des jurys. Parce qu'il y a des mentions aussi, bien sûr. Parce que c'est là que ça se joue aujourd'hui. C'est vrai que beaucoup de... comme tout le monde a le bac, il faut bien que ça se joue au niveau des mentions. Le taux de mention très bien, il était en 88, il était de 1,5%. Aujourd'hui, il est de 13%. C'est dingue. Donc c'est fou. Et là, ce sont les établissements privés qui trustent le haut du panier, sauf certains établissements publics du type Louis le Grand, le lycée franco-allemand de Buc, Henri IV, enfin les établissements bien connus publics, la Légion d'honneur, etc. Mais sinon, globalement, parmi les 50 premiers, ce sont des établissements privés. Ça va être à partir de quelle heure les résultats demain pour les Parisiens, c'est à 12h15. Mais il faudra se connecter un peu
un peu avant, parce que souvent, c'est annoncé pour 12h15, mais ça tombe avant. Mais on vous avertira, nous avons un live en direct demain matin à partir de 7h sur le Figaro, et vous pourrez suivre tout ça. Donc il y a ceux qui vont aller au rattrapage, ils seront peu nombreux, mais ça existe. On connaît déjà les dates de rattrapage, comment ça marche ? C'est juste après, donc dans la foulée. Voilà, dans la foulée. C'est vrai que le rattrapage, globalement, là aussi c'est pareil, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ça passe. Et puis il y a toujours... C'est pas très rassurant en fait. Vous nous le dites avec une forme de philosophie, vous avez l'air un peu, c'est comme ça. Là, non, mais il faut accepter son destin. Sans compter qu'il y a les notes, et puis aussi après, il y a des commissions du bac qui décident de rajouter des points. Tout à fait. Donc des jurys, alors ça dépend, c'est très variable en fonction des académies, mais il y a des points qui sont rajoutés à des élèves. Donc ça, c'est aussi très fréquent. Et donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Grandes écoles, il va y avoir aussi des procédures d'admission, de suradmission pour certains. Pas vraiment. Sur le bac. Avant, il y avait, en effet, on pouvait rentrer à Sciences Po, si on avait mention très bien, etc. Maintenant, ça existe plus. Ça existe parce que le bac, trop. c'est dévalorisé. Oui, en fait, tout simplement ça. Oui, le bac, c'est dévalorisé. C'est-à-dire que le pourcentage au bac est très très élevé, mais à la fois le taux, le niveau des bacheliers s'est affaibli. Et oui. Donc, on pouvait nous mentir pendant des années, mais malheureusement pour nous, il existe des classements internationaux qui nous montrent de plus en plus bas chaque année. Donc, c'est difficile de mentir aux Français inlassablement. Aujourd'hui, il y a tout le temps, il y a l'OCDE qui fait des classements et qui, évidemment, bientôt la Pologne est en train de nous rattraper. Donc, voilà, il faut quand même un peu s'inquiéter. On suivra ça évidemment demain avec vous, donc sur ce live à partir de 7h. Des lycéens à nos enfants avec une décision importante de la Commission nationale des droits de l'homme qui demande l'interdiction des espaces sans enfants ou no kids. Madeleine Métayer, c'est un sujet que vous suivez beaucoup. Vous êtes journaliste parentalité au Figaro. C'est un soulagement parce qu'on voyait cette intolérance croissante. Alors non, c'est pas un soulagement, c'est-à-dire que c'est symbolique. Okay. C'est symbolique, c'est consultatif, c'est comme toutes ces instances finalement qu'on connaît bien, comme ça, avec énormément d'acronymes, il faut savoir ce que ça veut dire. CNCDH, institution française, c'est une institution qui est chargée de promouvoir au nom de la France les droits des enfants, notamment, et la protection de l'enfance. Donc à partir de là, c'était nécessaire d'avoir son avis, c'est-à-dire que ça donne une indication, des gens se sont creusés la tête et se sont demandé si c'était bon qu'il y ait effectivement cette espèce de marketing autour du calme et donc autour de l'exclusion des enfants. On le redit ici, on le sait bien, il y a des tas et des tas et des tas d'enfants qu'on salue qui sont nettement plus calmes que des adultes. Je n'ai jamais vu, pas tellement, d'enfants sans écouteurs dans les transports en commun. Écouter une vidéo, un grand morceau de rap à 7h du matin. Et donc, c'était bon d'avoir cette espèce de stop qui dit... C'est pas bon pour le bien commun. En fait, c'est pas bon pour la vie en communauté de considérer qu'on peut discriminer par l'âge. En fait, c'est illégal. Même dans les hôtels, par exemple, on voit parfois des hôtels qui ont... Adultes only, c'est illégal. C'est illégal. En fait, ce qui se passe, c'est que les hôtels ne le font pas comme ça. Les hôtels ne disent pas c'est interdit aux enfants. Ils disent, bien sûr, mais par exemple, vous pouvez venir en famille et tout à coup, ils vont facturer 70 € pour un lit supplémentaire dans la chambre. Et ça, en fait, c'est décourageant. Les familles ne se sentent pas les bienvenues. À partir de là, elles savent qu'elles font mieux de faire leur vie par ailleurs. La grosse polémique, c'était SNCF qui avait fait parler encore une fois, pas en bien, en créant une classe optimum réservée donc aux adultes pour plus de confort à bord. Ça dit tout. Mais en fait, ça dit déjà un besoin de calme qu'on peut tous reconnaître et qu'on a tous éprouvé une fois dans notre vie. C'est très désagréable de se retrouver dans un wagon de train. Je le dis en tant que journaliste parentalité, qui a des parents au téléphone toute la journée. Et logiquement, j'ai développé une sorte d'empathie, de compassion vis-à-vis des parents en règle générale. On a tous soupiré en se rendant compte qu'il y avait un petit bébé, un nourrisson, à 2 blocs de nous dans un train. C'est pénible. En fait, ça demande de la patience. Et ce que je crois qui aide le plus les familles, c'est le sourire encourageant, c'est la personne qui va dire c'est compliqué. Parce que cette situation, on pourrait la partager. Et si aujourd'hui, il y a cette forme de désempathie, je ne sais pas quel est le bon terme, de désempathie vis-à-vis de ses parents, c'est qu'en fait, une bonne part de la population a soit oublié qu'elle a été enfant ou qu'elle a eu des enfants, soit une bonne part de la population, même si elle est minoritaire en France largement, considère qu'elle ne sera jamais parent. Parce que donc que ça ne la concerne pas. Ça ne la concerne pas. Et que ce sont des choix de vie strictement individuels qui ne doivent pas empiéter sur sa vie à elle. C'est un modèle de société qui est dangereux.
qui est désagréable, je pense qu'on peut tous le ressentir. Oui, mais vous voyez, en politique, quand on mise sur la jeunesse, on dit que les retraités n'ont qu'à payer, je trouve que c'est une mauvaise solution de fracturer, de jouer les générations, la guerre des générations. C'est pas du tout comme ça. On a tous à la fois des enfants à qui on veut laisser un pays en meilleur état, dont on doit s'occuper, et des parents qui ont travaillé toute leur vie, qui méritent ce qu'ils méritent, qui gèrent leur dépendance comme ils peuvent, qui savent qu'ils ont un EHPAD à payer. Et donc il ne faut pas jouer les uns contre les autres. Non, et dans les faits, ça ne fonctionne pas. Ensemble. En fait, quand on prend un tout petit peu de recul, on se rend bien compte qu'on peut tout à fait se mettre à la place du retraité qui a capitalisé, qui en fait s'est construit une carrière confortable et qui aujourd'hui a envie de respirer. On peut tout à fait se mettre à la place de la jeune mère qui galère avec les valises, etc. Et c'est pas grand-chose. Ça nous demande un tout petit effort de patience. D'empathie, vous disiez tout à l'heure. Voilà. Et l'empathie, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on passe tout, pas du tout. C'est simplement que je pense qu'une mère de famille à qui on adresse un sourire dans un train, c'est une mère de famille qui va puiser, en fait, qui va avoir de l'énergie dans laquelle puiser pour dire à son fils de faire moins de bruit. Voilà, en fait, on lui file de l'énergie. Et ça se lie en parallèle du réarmement démographique qui se fait largement attendre. Hein. Absolument. Absolument. Alors là, on vient d'entrer dans la phase, le congé de naissance supplémentaire qui est entré en vigueur il y a de ça quelques jours, puisque c'était le 1er juillet. Voilà, 2 mois par parent fragmentables supplémentaires après le congé paternité et maternité. Donc c'est supposé être une des armes, mais ce que nous disent tous les spécialistes en fait, de la démographie, c'est que l'envie d'enfant, elle est culturelle. Elle est culturelle, c'est-à-dire que vous avez des amis avec des enfants, vous aurez probablement des enfants. D'accord. Vous voyez des enfants que vous trouvez mignons, probablement que l'envie naîtra. Donc c'est notre environnement, c'est notre quotidien et c'est le modèle de société dans lequel on vit qui est censé... Comment regarde-t-on les familles ? Quel signe leur adresse-t-on ? Quel signe adresse-t-on à une jeune femme enceinte dans une entreprise ? Est-ce qu'on lui fait comprendre qu'elle est une gêne ou est-ce qu'on lui fait comprendre que c'est formidable, ça fait partie du mouvement de la vie et qu'en fait tout va bien se passer ? Voilà. Et ça joue beaucoup ? Énormément. On continue à vous lire, toutes les trois, bien sûr, sur le Figaro. Et on vous retrouve bientôt dans l'émission avec un immense plaisir. C'est l'heure de notre grand entretien. C'est parti. Notre grand entretien avec François Gémen, climatologue à l'envergure internationale, qui a participé notamment à la rédaction du rapport du GIEC en 2023. À chaque canicule, c'est pareil. La France est à l'arrêt. Le gouvernement organise des réunions d'urgence et puis le soufflet retombe. François Gémen, vous l'affirmez, si on continue comme ça, on va droit dans le mur ? Non, pas forcément. On fait des progrès malgré tout. Je pense qu'on ne parle pas suffisamment des progrès qu'on fait sur l'adaptation. Malgré tout, même si on va pas assez vite, il y a des progrès qui ont été réalisés, notamment dans la prise en charge des malades. Sur les questions de décarbonation, on baisse aussi nos émissions de gaz à effet de serre en France depuis une vingtaine d'années, pas assez vite. L'enjeu, c'est, je crois, d'accélérer. Moi, je ne pense pas qu'on soit condamné à échouer. Et je suis très inquiet parfois de la prévalence d'un discours un peu défaitiste qui considérerait que rien ne va, qu'on va forcément dans le mur. Si vous êtes convaincu que tout est fichu, à ce moment-là, vous n'allez rien faire du tout. Et donc, il n'y a plus rien à faire. Et ça fait le même effet que le climato-scepticisme. Si vous n'êtes pas convaincu qu'il y a un problème, vous n'allez rien faire. Si vous êtes convaincu que c'est de toute façon trop tard et qu'on va dans le mur, vous n'allez rien faire non plus. Et donc, les deux engendrent l'inaction et l'immobilisme. Moi, je crois au contraire qu'il est possible de réussir la transition, qu'il est possible de décarboner l'économie, qu'il est possible d'atteindre la neutralité carbone au niveau mondial. Simplement, il faut aller beaucoup plus vite que le rythme actuel. Quand tout le monde dit « Oh non, mais là, ça nous surprend quand même, mais on ne s'attendait pas à ça », ça vous fait rire, Jaune ? Ça a un côté un peu énervant et ça me fait un peu rire, Jaune, parce que effectivement, c'est effectivement ce qui avait été annoncé. Et puis surtout, je suis un peu énervé par toute une série de gens qui ont quand même méthodiquement détricoté toutes les avancées en matière de transition qu'on avait réalisées au cours des 12 ou 18 derniers mois, et puis qui d'un coup viennent jouer les grands sauveurs de l'environnement, les grands surpris. J'ai envie, notamment l'extrême droite, mais d'autres aussi, toute une série d'influenceurs sur les réseaux sociaux, etc. J'ai quand même envie de leur citer Bossuet, Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Depuis combien d'années est-ce que vous tirez la sonnette d'alarme ? Depuis une vingtaine d'années à peu près, mais j'aime pas l'idée de tirer la sonnette d'alarme. Souvent, on confine un peu... Il y a une urgence climatique. Souvent, on confine un peu les chercheurs à un rôle de lanceurs d'alerte depuis leur tour d'ivoire, depuis leur laboratoire, à alerter la population. Vous ne vous voyez pas comme ça ? Moi, je ne me vois pas comme ça. Moi, je conçois que j'ai une sorte de devoir moral de chercher des solutions et donc de m'engager dans la société, de m'engager notamment auprès des entreprises, des collectivités, des organisations de la société civile. Et le problème, c'est que ça reste assez mal vu en réalité. C'est que le public s'attend à ce que le chercheur se contente d'alerter,
Dès que vous mettez les mains dans le cambouis, dès que vous vous engagez aux côtés de solutions, que vous les valorisez, c'est très très mal vu et je pense qu'on a un vrai problème avec la manière dont on voit les chercheurs. Ceux qui refilent la patate chaude aux politiques et qui disent, voilà, nous on pense que la situation est telle qu'elle est, donc il faut que vous trouviez des solutions. Bien sûr, et alors les politiques vont dire, mais la société n'est pas prête, les entreprises n'en veulent pas, les entreprises vont dire, on n'a pas l'argent, les entreprises vont dire, mais les consommateurs ne sont pas prêts, on fait que répondre à la demande des consommateurs. Moi, je vois mon rôle comme plutôt essayer de mettre, d'être une sorte de courroie de transmission entre ces différents décideurs. Je ne vois pas mon rôle comme étant celui qui poste tous les jours sur Instagram ou les réseaux sociaux des messages alertes et qui va crier au feu depuis sa tour d'ivoire. Ce n'est pas du tout comme ça que je me vois. On a vu quand même ces derniers jours, ces dernières semaines, un État défaillant par rapport à cette canicule, à ces phases caniculaires qu'on vient de passer. Vous le dites, on ne peut pas compter que sur la subvention publique. Il va falloir s'appuyer aussi sur de la subvention privée si on veut y arriver. Il faut que tout le monde se mette dans le même bateau et se décide à agir en même temps. Idéalement, on aurait un État qui pourrait tout faire, qui pourrait rénover tous les hôpitaux, tous les bâtiments scolaires, tous les logements. On voit bien, à l'évidence, que les poches de l'État sont vides. Et donc, soit on se condamne à ne rien faire, soit on se dit, soyons créatifs et essayons de trouver d'autres moyens de financement. Comment est-ce que ça peut être rentable pour d'autres investisseurs? Comment est-ce qu'on peut trouver des aménagements fiscaux qui permettent que les gens parfois rénovent leur propre logement et y trouvent un incitant? Je pense qu'il faut être beaucoup plus créatif et on a parfois tendance en France à attendre tout de l'État. L'État a évidemment une grosse responsabilité dans la préparation du pays, mais l'État ne pourra pas faire tout seul. Les employeurs ont aussi une responsabilité sur l'aménagement des conditions et des horaires de travail, par exemple. Donc l'agenda politique est important, mais il ne peut pas se substituer à l'action aussi des acteurs privés. Bien sûr. Je dirais que le rôle du politique, c'est de fixer un cadre réglementaire et fiscal ambitieux qui permette de donner un cap. Et puis après, ça va aussi beaucoup dépendre de l'action des autres acteurs. Peut-être que le péché de naïveté que nous avons commis en 2015 au moment de l'accord de Paris, c'était de faire reposer l'impulsion de la transition uniquement sur les engagements unilatéraux des gouvernements. Or, malheureusement, ce que je constate, c'est que ça ne marche pas et qu'aujourd'hui, pas mal de gouvernements et de parlements sont davantage des obstacles à la transition que des décideurs, que des acteurs de la transition, et qu'à l'inverse, les entreprises et les collectivités, qu'on avait un peu laissées en dehors des processus de décision, sont finalement assez moteurs, développent des tas de solutions, parfois prennent des décisions courageuses. L'enjeu, c'est de voir comment on va pouvoir s'inspirer de ces solutions et comment on va pouvoir les faire passer à grande échelle. Justement, on l'a vu dans une ville comme Paris, c'était absolument irrespirable. On l'a vu évidemment avec des crises dans les hôpitaux, dans les écoles. Pour vous, c'est quoi les priorités ? Qu'est-ce que vous identifiez comme étant des priorités absolues ? Sur Paris, la priorité, c'est de sauver des vies. Paris, c'est la ville d'Europe où l'on meurt le plus des canicules. Et l'Europe est le continent où on meurt le plus des canicules. Pas parce qu'il y fait plus chaud qu'ailleurs, évidemment. En Iran, au Yémen, dans plein d'autres pays, il fait plus chaud. Mais ce sont des pays qui sont davantage préparés, dont l'urbanisme, l'architecture, les horaires de travail sont davantage adaptés. À l'évidence, à Paris, on est dans une ville qui est extraordinairement dense, qui est très peu équipée, notamment en termes de climatisation, mais pas seulement, et où la température se réchauffe plus vite qu'ailleurs, avec un véritable phénomène d'effet de chaleur urbain. Et donc la mortalité y est beaucoup plus élevée, a fortiori si vous ajoutez le fait que la société devient vieillissante, que malheureusement les gens qui habitent Paris sont de plus en plus vieux parce que les jeunes familles ont tendance à vivre en dehors de Paris parce que ça devient trop cher. Et donc il y a un vrai enjeu à sauver des vies sur Paris. Pour moi, c'est la première des priorités. Donc on est vraiment dans la réaction là. On est vraiment dans la réaction, mais le problème c'est qu'on en est là parce qu'évidemment, on a perdu 20 ans à ne pas suffisamment adapter la ville. Alors, je ne veux pas jeter la pierre sur telle ou telle maire ou telle municipalité. Paris, c'est une ville compliquée, c'est une des villes les plus densément peuplées au monde. C'est aussi une ville avec plein de bâtiments historiques qui sont difficiles à rénover. Un patrimoine à sauvegarder. Un énorme patrimoine, mais il y a un vrai enjeu sur la question de la mortalité. Vous avez surpris tout le monde en cassant le tabou sur la climatisation. Est-ce que vous vous attendiez à ce que ça fasse autant de bruit, à ce que ça soit autant repris? Finalement, vous dites, on en a marre de l'idéologie, là il faut passer à l'action. Si c'est une partie de la solution, allons-y. Je suis frappé sur la climatisation de voir combien on met encore en évidence les arguments de l'impact environnemental de la climatisation. Et alors il y a des impacts qui sont réels, mais il y a aussi d'énormes bénéfices pour la santé publique. Et parfois j'ai l'impression qu'on perd un peu de vue l'idée que le but principal, la raison d'être de la transition climatique et énergétique, c'est quand même de sauver des vies. C'est quand même de permettre aux gens de vivre mieux. Et donc, si on va sacrifier des vies humaines sur l'autel de la lutte contre le changement climatique, je pense qu'on n'a pas compris grand-chose à l'affaire.
Pour moi, c'est un peu comme si on ergotait sur les sirènes des ambulances. Alors, tout le monde est d'accord pour dire que les sirènes des ambulances, ça fait de la pollution sonore. Donc il y a des nuisances. Tout le monde sera d'accord pour dire que la pollution sonore, c'est une nuisance et qu'il y a des vrais enjeux associés à la pollution sonore. Ouais. On comprend bien que le but des sirènes, c'est de sauver des vies, c'est de permettre aux ambulances d'arriver le plus vite possible. Et donc, on tolère cet impact environnemental au nom de la santé publique. Je pense que pour la climatisation, on doit avoir le même type de raisonnement. C'est du pragmatisme. Je pense qu'il faut, à un moment donné, avoir une sorte de vue d'ensemble et pas voir uniquement l'impact environnemental de la climatisation, mais voir aussi ses bénéfices pour la santé publique. En revanche, un grand plan clim, comme propose le Rassemblement national, ça vous énerve? Non, je suis plutôt favorable à un grand plan clim. Le problème, c'est qu'on va juste avancer cette idée du grand plan clim sans rien d'autre. Et c'est tout, comme si c'était l'alpha et l'oméga. Or, si vous réduisez pas aussi les émissions de gaz à effet de serre, vous allez très rapidement toucher aux limites de l'adaptation. Ça doit être un sujet qui va s'inviter dans les campagnes. Édouard Philippe en a parlé hier, il a parlé de l'écologie, il a parlé de pragmatisme, il a parlé d'écologie à impact. Évidemment, c'est de la politique politicienne, hein. Chacun va avancer ses idées, ses propositions, mais c'est un thème central, ça doit être un des 3 premiers thèmes dont on va devoir parler. Écoutez, je ne sais pas. Le problème des campagnes électorales, c'est que c'est souvent des campagnes de petites phrases qui vont s'attacher à des symboles idéologiques, qui vont permettre surtout de parler à ses électeurs et en quelque sorte de marquer son territoire. L'enjeu de la transition, c'est de créer un vaste consensus politique et social. Et donc, je pense que c'est très important qu'on parle de ces sujets en dehors des phénomènes extrêmes, en dehors des canicules, en dehors des inondations, qu'il y ait un vrai débat de société là-dessus. Pour autant, le fait que ça devienne un sujet principal dans les campagnes, je crains que ça devienne une sorte de punching ball idéologique et que comme un principe fondamental de la démocratie, c'est l'alternance politique, si ça devient un enjeu idéologique, ça veut dire qu'un gouvernement va s'appliquer à détricoter méthodiquement ce que le précédent fait. C'est ce qu'on voit aux États-Unis où Donald Trump détricote ce que Joe Biden ou Barack Obama avaient fait avant lui. Pour des raisons strictement idéologiques. C'est même pas une raison économique qui lui fait détricoter les législations. C'est juste pure. Le souci, comme un chien, de pisser sur un réverbère et de marquer son territoire. Vous avez dit dans de nombreuses interviews que ce qui vous agaçait, c'est que là, on en parlait beaucoup, parce qu'évidemment, on a connu des chaleurs particulièrement importantes, que là, on continue à en parler parce qu'il fait toujours assez chaud, et puis qu'ensuite, le soufflet va tout simplement retomber, et que on va arrêter d'en parler, qu'on en reparlera à la prochaine canicule. C'est ça qu'on doit arrêter comme manière de... Je pense que c'est un peu ce stop and go qui fait qu'effectivement, on va en parler beaucoup à un moment donné, on va se dire « Ah, mais on n'est pas prêt, pourquoi ne sommes-nous pas prêts ?» Et la réponse à la question, c'est aussi parce qu'on n'en parle pas en dehors des canicules et qu'au contraire, dès l'automne, dès qu'il va faire un peu froid, dès qu'il va pleuvoir, dès qu'on va avoir des inondations, vous allez avoir des gens sur les réseaux sociaux qui vont dire « Ah là là, on nous dit que la température se réchauffe, mais je vois bien qu'il n'a pas arrêté de pleuvoir la semaine dernière. » Retour du climato-scepticisme. Exactement. Comme si la faim dans le monde avait disparu parce que les restaurants étaient pleins la semaine dernière. Est-ce qu'il pourrait faire 50 degrés en France, à Paris, dans les 10 prochaines années, comme certains le disent? Peut-être pas dans les 10 prochaines années, mais je pense que d'ici 2050, effectivement, on peut aller gratter la barre des 50 degrés. Le but, c'est pas de faire peur à qui que ce soit, mais de bien comprendre qu'on est sur un mouvement progressif où on va battre record de température après record de température, tant qu'on n'aura pas atteint la neutralité carbone au niveau mondial, donc le point d'équilibre entre les quantités de gaz à effet de serre qu'on envoie dans l'atmosphère et celles que la Terre absorbe, on est condamné à voir les températures augmenter continuellement. On est très loin de cette neutralité carbone. Pour le moment, on est encore très loin. On envoie dans l'atmosphère à peu près 2 fois plus de gaz à effet de serre que ce que la Terre n'est capable d'en absorber. Donc on en est encore très loin et c'est pour ça qu'il faut l'atteindre le plus vite possible. Tant qu'on ne l'aura pas atteint, les températures vont continuer à monter. Certains disent, ils sont plutôt du côté des climato-sceptiques, je vais y arriver, pas facile à dire, que si la France mène ce combat toute seule, ça ne sert à rien qu'à côté. Il y a des géants comme les géants asiatiques, comme les Américains, et que faire tout ce travail, mettre en place tous ces efforts, ça ne sert à rien si on le fait seul. Vous leur répondez quoi? Que ce n'est pas des efforts. La Chine, aujourd'hui, c'est à peu près 1/3 des émissions mondiales de gaz à effet de serre. C'est aussi le leader en matière de transition climatique et énergétique. Pour chaque euro investi dans le monde dans la transition énergétique, la Chine en investit 2. Donc c'est dire la vitesse à laquelle ça va. Si la Chine fait tout ça, c'est pas parce qu'elle se dit « je dois faire des efforts » ou parce qu'elle culpabilise, c'est parce qu'elle y voit un projet de modernisation de son économie, un projet de puissance géopolitique et donc une opportunité. Il faut bien comprendre que c'est aussi une opportunité pour la France. La question de l'électrification du pays, c'est un enjeu industriel phénoménal. Et donc, tant qu'on verra la transition comme une sorte de suite d'efforts à faire ou de coûts à supporter, on va forcément essayer d'en faire le moins possible. On va trouver toutes les excuses possibles. Donc il faut se dire on en fait déjà trop, on est moins de 1%, etc. Et c'est logique. L'enjeu, c'est d'en faire le plus possible parce que c'est dans notre intérêt, que c'est un vrai enjeu
économique et Et industrielle. ça nous oblige à changer notre manière de voir les choses et notre mais manière de complètement. considérer l'adaptation au climat. Moi, je crois que la transition, c'est avant tout un projet. Ce n'est pas une contrainte qui nous est imposée par l'état de l'environnement ou par les alertes des scientifiques. C'est aussi un vrai projet économique, industriel et donc aussi politique pour le pays. Merci beaucoup François Gémen Merci d'avoir à vous. été notre invité dans ce grand entretien. On vous retrouve bientôt et on continuera à parler de l'adaptation au climat en dehors de C'est ces important. phases de canicule. Merci beaucoup. On passe Merci. tout de suite à l'entretien culture. À la Monnaie de Paris, l'exposition Kling, la bande dessinée par le cash, explore ce que la bande dessinée raconte de notre rapport à l'argent. Le trésor, la dette, la richesse, le vol, la débrouille ou encore la fausse monnaie. De Picsou au Dalton, de Tintin à Largo Winch, les héros de BD deviennent ici les miroirs de nos fantasmes, de nos contradictions et parfois même de nos inquiétudes. Je vais montrer ce très beau catalogue d'exposition. On va en parler avec vous, Damien McDonald. Vous êtes co-commissaire de cette exposition. Pourquoi avoir voulu consacrer une exposition à l'argent dans la bande dessinée au sein de la Monnaie de Paris? Eh bien, c'est pour plusieurs raisons. Déjà, pour la première, c'est quand on est à la Monnaie de Paris, c'est probablement le meilleur endroit pour aborder un tel sujet. Je suis d'accord que ça pose tout de suite le cadre. Voilà, le lieu était porteur de cohérence. Et puis aussi parce que nous avons muséifié, on va dire, la bande dessinée depuis peu de temps. La bande dessinée a été considérée comme un art plutôt mineur pendant de nombreuses années. C'est vrai, c'est en train de changer, on s'en réjouit. Voilà, on s'en réjouit en effet, entre des nominations à l'Académie, à la présentation au Centre Pompidou d'une grande exposition d'envergure historique, etc. La bande dessinée acquiert ses lettres de noblesse, mais jusqu'ici, la plupart des expositions étaient historiques. Et là, nous avons la chance de présenter une exposition thématique et de commencer sur un sujet qui nous intéresse tous, sur des verticales différentes. C'est un sujet avec lequel les Français ne sont pas toujours à l'aise. C'est assez génial d'aller titiller leur perception avec ce titre qui est très sonore, qui est très vivant, Kling. Tout à fait. Pourquoi ce choix? Parce que la bande dessinée, c'est vivant par essence comme art. Parce que c'est vivant, parce que c'est aussi un art où l'image et le texte se mêlent. Et donc, choisir une onomatopée, c'était déjà faire un pas vers la bande dessinée. C'est vrai. Et nous avions aussi envie de montrer à quel point la bande dessinée est un art réactif. C'est un art qui réagit à chaud aux réalités de la société. Depuis sa naissance au XIXe siècle jusqu'à nos jours, c'est un art qui a été en constante évolution avec la société et donc en réaction avec la manière dont les gens gèrent ou vivent leur fortune ou leur infortune. Et donc l'exposition nous a permis de tracer un fil rouge à travers et l'histoire de la bande dessinée et l'histoire de nos sociétés. L'argent qui est aussi souvent un très intéressant moteur de récit. On cherche un trésor, on braque une banque, on hérite d'une fortune. Est-ce que finalement, sans l'argent, il y a aussi moins d'histoires en bande dessinée, mais tout court, dans la vie? Alors, en effet, c'est souvent un moteur entre l'avidité, la cupidité, le manque, etc. Ça peut être un moteur. Mais ce qui nous a paru important aussi, c'est de parler du fait que, comme dans la psychanalyse avec Jacques Lacan, on a vu que c'était le manque qui était l'appel du désir. Et qu'en règle générale, une aventure, une quête avec des pirates qui font une chasse au trésor, même si elle aboutit sur un coffre vide, il y a eu l'importance de l'aventure. Voilà. Donc, on n'a pas voulu survaloriser l'espèce sonnante et trébuchante, mais plutôt parler de notre rapport à la chose et se demander comment les aventuriers, les voleurs, les épargnants, les milliardaires, les marginaux réagissent à cette réalité sociale. Et ça, vous l'abordez au travers de personnages qu'on connaît bien, qui sont des vrais héros de BD, des Dalton à Tintin, en passant par Picsou, bien sûr, ou encore Largo Winch. Pourquoi est-ce que c'est plus facile de s'identifier à des personnages qui sont puissants quand même dans notre imaginaire collectif, qui disent quelque chose? Je crois que pour le lecteur, à partir du moment où on commence à lire une bande dessinée, s'opère ce que le philosophe Michel Serres appelait le phénomène du masque creux. À partir du moment où plus le personnage est simple à identifier, plus notre identification avec peut opérer. C'est-à-dire que Tintin est comme un masque de théâtre no que le lecteur enfile et peut rentrer dedans. Et comme le dessin est simple et épuré, eh bien qu'on ait 7 ou 77 ans, on peut s'identifier. Mais par exemple, Picsou, il a l'air
super simple, comme ça, quand on y réfléchit. Mais en fait, c'est un personnage qui est un peu plus complexe, quand même. Oui, il est caricatural, mais il est aussi comique, un peu capitaliste, et puis parfois tragique. Enfin, finalement, ça mêle quand même beaucoup d'émotions aussi, et de sentiments, et de traits de personnalité, de caractère. Tout à fait. Et il est fait à l'image d'une société. C'est-à-dire que Lucas Huro et moi-même, quand nous avons décidé de travailler le commissariat de cette exposition, nous avons voulu à chaque fois essayer de contextualiser les œuvres pour que le lecteur et le visiteur de l'exposition ait le souvenir de son plaisir de lecteur ou de lectrice, mais ait aussi un contexte historique. Et la force de Picsou, c'est qu'il accompagne une mutation de société. Il s'agit d'un détournement d'un personnage de Dickens qui s'appelait Scrooge, et de son adaptation en littérature jeunesse par Walt Disney, qui lui-même était à la tête d'une compagnie qui avait un certain sens du business. Pour dire on va le dire comme ça. Donc il y a une mise en abîme qui fait que Picsou représente en réalité une grande part de l'évolution sociale du XXe siècle, du capitalisme à l'américaine, de son côté paternaliste, de son côté qui se veut parfois bon enfant et qui peut avoir un visage beaucoup plus dur. Et les dessinateurs que nous avons la chance de présenter dans l'exposition sont parmi les plus grands, puisque nous avons Don Rosa, Karl Barks, donc deux des plus grands dessinateurs de Picsou, qui sont très difficiles à obtenir, et donc on invite véritablement le public à venir les voir parce que c'est rare. Pour donner une idée, les œuvres de Karl Barks, 90% d'entre elles ont été détruites. Donc quand on en a dans un musée, il faut se ruer pour aller voir les originaux parce que c'est rare. C'est des vrais bijoux, bien sûr, c'est important de le dire. Cette exposition, elle est organisée autour de ces auteurs de BD, de ces personnages de BD, et puis aussi autour de grandes figures, des aventuriers, des voleurs, des joueurs, des épargnants, des milliardaires, des marginaux, des faussaires, des alchimistes. Tous ces archétypes, vous l'avez très bien dit, qui racontent une part de nous, une part de la société dans laquelle on vit. Par exemple, dans les BD, les voleurs sont souvent très populaires. Donc cette idée de transgression, manifestement, elle plaît. Oui, l'idée de la transgression plaît parce que déjà on peut, à travers la bande dessinée, vivre des vies de substitution qu'on ne vit pas dans la vraie vie. Mais c'est un peu le concept du fantasme. Tout à fait, tout à fait. Et c'est une des grandes qualités de la bande dessinée, c'est d'être capable de tracer tous les chemins de l'imaginaire. Mais c'est aussi pour une raison sociale, c'est-à-dire que la bande dessinée est un outil éducatif. Elle est arrivée à la fin du 19e siècle avec la montée de la presse à grand tirage, et donc nous avions pour la première fois toutes les classes populaires qui pouvaient avoir accès à des textes et pouvoir découvrir les rouages de la société. Et donc la bande dessinée a très tôt endossé ce rôle éducatif, et dans la salle sur les voleurs, par exemple, nous avons représenté de manière assez massive l'école dite de Marcinelle, qui est l'école du journal de Spirou, qui a un engagement social absolument incroyable. Par exemple, peu de gens savent, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, le courrier des lecteurs du journal de Spirou n'était qu'un faux journal des lecteurs. Il consistait à des messages codés pour la résistance. Et donc, le lectorat du journal de Spirou avait accès à des gens, à des créations de personnes très concernées par la société. Et les voleurs sont peints avec des traits un peu crétins, mais plutôt gentils. Et les Dalton, les Raptus sont souvent des dynasties qui fonctionnent avec des mères, des cousins, des frères. Et on voit bien qu'ils sont démunis, qu'ils ne vont pas très bien, et que finalement, il ne faudrait peut-être pas avoir si peur de ce croque-mitaine qu'on nous peint systématiquement, qui est celui qui est dans le manque, puisque notre société se méfie toujours de celui qui a peu, et la bande dessinée a voulu inverser cette réalité. Ce qui est génial aussi, c'est que ce médium de la bande dessinée permet de parler d'argent, permet de parler d'économie, avec beaucoup plus d'humour, de liberté, et aussi plus de mordant. Et c'est vrai qu'on est peu habitué en France à traiter ce sujet de manière décomplexée, de manière simple, de manière un peu crue. Ça fait du bien. Ça en fait tout à fait, vous avez raison. Et c'était d'ailleurs l'occasion de pouvoir illustrer les 8 archétypes qui rythment l'exposition avec des commandes à des artistes contemporains, donc des autrices et des auteurs qui ont elles et eux aussi leur mordant. Et donc, ça nous a permis d'avoir un chapitrage d'exposition truculent avec Hugo Bienvenu, Coco, Nicolas de Crécy, Florence Sestac. Hyper vivant. Avec chacun une facette de ce qu'est la bande dessinée aujourd'hui, qui est un art absolument fascinant, que les gens ont tendance à cesser de lire à partir d'un certain âge. Et je crois que c'est
très triste et qu'il faut au contraire que nos librairies vivent à nouveau et que les lecteurs s'offrent un temps loin des écrans, loin des IA, les BD. Dans les bandes dessinées, parce que c'est vital. Alors cette exposition, vous l'avez très justement dit, elle a un cadre qui lui correspond parfaitement. C'est à la Monnaie de Paris, c'est un lieu qui est directement lié à la fabrication et à la symbolique de l'argent. Ça prend tout son sens quand on parle des faussaires. Là, c'est particulièrement intéressant, rigolo et cocasse. Tout à fait, vous avez raison. C'est un passage qui a pu peut-être faire grincer des dents de s'imaginer qu'on allait parler de l'importance des faussaires à l'Hôtel de la Monnaie. Mais ça nous a paru essentiel de le faire. Pour la bonne et simple raison que les auteurs de bande dessinée, comme je vous le disais au début, sont rentrés dans le monde des beaux-arts depuis peu et qu'on a toujours un petit syndrome de l'imposteur et la sensation que nous pourrions nous-mêmes être des faussaires avec nos petits outils de gravure pour fabriquer du papier qui nous fait vivre tant bien que mal, puisqu'aujourd'hui, quand même, 40% des auteurs de bande dessinée vivent sous le seuil de pauvreté. Donc il faut se faire une idée réelle de l'écosystème, puisque même si c'est le fer de lance de l'édition française, la réalité des autrices et des auteurs est beaucoup plus dure. Et donc, oui, les faussaires, ça nous paraissait important, puisque c'est peut-être une des figures dans lesquelles nous nous identifions le plus facilement. Et il y a aussi ce livre des années 80, absolument brillant, qu'a fait Jean-Luc Fromental, où il a demandé à tous les auteurs de son entourage de refaire de la monnaie avec les effigies qu'ils auraient préféré mettre sur les billets. Sur les billets de banque. Aujourd'hui, avec les crypto-monnaies, la finance invisible, les ultra-riches, ça va faire plein de nouveaux sujets pour les créateurs, les auteurs de BD à creuser. Ça vous intéresse déjà d'imaginer ce qu'on va pouvoir produire? Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un art, peut-être pas de l'immédiateté, mais en tout cas du temps assez rapproché qui nous permet d'avoir une lecture de la société qui est hyper cohérente avec ce qu'on vit. Donc c'est génial, c'est très réactif. On s'imagine que ça va pas tarder à arriver, ça existe déjà. Vous en avez entièrement raison. Pour se poser les questions comme ça du futur, nous nous sommes tournés vers un auteur qu'on adore, qui s'appelle Hugo Bienvenu, qui est J'adore Hugo Bienvenu. Un dessinateur brillant et un animateur aussi en termes de cinéma d'animation formidable. Et pour se confronter à toutes ces questions, il a créé son robot qui s'appelle Mickey, qui lui sert à nous poser, nous, humains du début du 21e siècle, les questions les plus douloureuses de l'avenir. Et donc, quand on en a parlé avec Hugo, la première réaction, ça a été de se dire, mais la monnaie physique, que va-t-elle devenir? Et donc, nous avons créé cette installation avec le robot Mickey, qui se questionne sur la réalité des pièces. Et donc, les fans d'Arco sont les bienvenus à la Monnaie pour découvrir Mickey, non pas en chair et en os, mais sous sa forme robotique réelle. Oui, s'il y a une œuvre ou une planche de l'exposition qui vous plaît particulièrement, qui vous émeut plus que les autres? Alors, quand on les a choisis, c'est parce qu'on les a tous appréciés, mais c'est vrai que personnellement, j'ai un faible pour Gaston Lagaffe, qui nous sert de saint patron dans cette exposition, parce qu'il est un rêveur, parce qu'il est écolo, parce qu'il est anti-militaire, parce qu'il a envie d'un avenir où les enfants et les animaux sont respectés, parce qu'il ne transige pas avec ses rêves, avec ses idéaux. Et donc Gaston Lagaffe, ça nous a paru... C'est un artiste engagé. Oui, entièrement engagé. Et en plus, il travaille dans une maison d'édition et il défend le livre, même s'il n'aime pas nécessairement la valeur travail autant que certains. Voilà. Et ça le rend particulièrement attachant et intéressant. Et nécessaire. On retrouve cette superbe exposition à la Monnaie de Paris. Kling, c'est à découvrir absolument. La bande dessinée par le cash, que vous aimiez l'argent et ou la bande dessinée, cette exposition est faite pour vous. Merci infiniment de nous en avoir si bien parlé, de nous l'avoir si bien raconté. À bientôt. Merci. Bien. Et on passe tout de suite au Figaro Histoire nous raconte. Malgré son nom, c'est le plus ancien pont de la capitale encore debout et vous avez choisi de nous en parler aujourd'hui. Mon cher Geoffroy, une apparente contradiction qui raconte à elle seule une part entière de l'histoire de Paris. Plus de 4 siècles plus tard, le Pont Neuf demeure l'un de ses symboles les plus forts. Alors déjà, pourquoi ce nom de Pont Neuf qui nous paraît aujourd'hui complètement loufoque ? Parce que le mot neuf en ancien français, enfin dans l'acception classique, ça veut dire nouveau. Et donc lorsqu'il est imaginé à la fin du XVIe siècle, il est vraiment nouveau par son architecture, par sa conception et par les usages qu'il inaugure. Parce que jusqu'à la fin du Moyen-Âge, les ponts parisiens, ce sont des ponts qui sont très différents de ce que nous connaissons. Ce n'est pas simplement des endroits pour passer d'un endroit à l'autre. Ce sont des ponts qui sont étroits, qui sont
encombré de maisons, il y a des constructions sur les ponts, des échoppes, des ateliers qui masquent complètement la vue sur la Seine. On ne va pas sur le pont pour admirer une belle vue, les selfies n'existent pas. Et ils sont construits en très grande partie en bois. Ils souffrent donc des incendies, des crues de la Seine et de l'usure du temps. Et comme Paris grandit rapidement, bientôt le besoin d'un nouvel ouvrage devient évident. Pour parler de ces ponts encombrés, je pense à l'instant au Ponte Vecchio de Florence. Vous voyez, un pont rempli de maisons. C'est comme ça qu'étaient les ponts de Paris à l'époque. C'est vrai ? C'est incroyable de se l'imaginer. Oui, c'est des ponts tout à fait différents de ce qu'on connaît. Alors comment va naître ce pont neuf à partir du moment où on a identifié le besoin ? Oui, en 1577, le roi Henri III qu'on voit à l'écran décide justement la construction d'un pont qui serait entièrement donc nouveau et qui relierait les deux rives de la Seine en passant par la pointe occidentale de l'île de la Cité. C'est donc une sorte de pont double. Le chantier est officiellement lancé le 31 mai 1578. Henri III pose la première pierre en présence de sa mère Catherine de Médicis. Et les chroniqueurs du temps rappellent que le roi était endeuillé à l'époque par la mort de deux de ses favoris. Et donc il n'a pas pu retenir ses larmes durant la cérémonie. Et les Parisiens, toujours ironiques, ont ironiquement surnommé ce pont le pont des pleurs. Alors ce qui est intéressant, c'est que les guerres de religion vont bouleverser évidemment le royaume et donc un peu l'histoire de ce pont aussi. Eh bien oui, parce qu'en 1588, les travaux sont interrompus pendant près de 10 ans. Et lorsqu'enfin Henri IV, le pacificateur, monte sur le trône de France, il fait de l'achèvement du pont une priorité. Le chantier reprend donc en 1599 et l'achèvement, c'est 7 ans plus tard, en 1606. Entre-temps, Paris a changé de roi, c'est donc Henri IV, mais le projet est vraiment resté le même. L'idée est d'offrir à la capitale un pont vraiment digne d'une grande ville moderne. En quoi ce pont va se distinguer des autres, des ponts existants ? Le Pont Neuf révolutionne vraiment l'urbanisme parisien parce que, contrairement à tous ses prédécesseurs dont on a parlé, il ne comporte aucune habitation. C'est un pont vierge de toute occupation. Enfin, les passants peuvent admirer le fleuve. Les parents aussi. Les parents également. Ils peuvent regarder les quais de la Seine. C'est déjà la naissance vraiment d'une vue sur la Seine contemplative depuis effectivement les ponts et les quais de Paris. Et puis c'est aussi le premier pont parisien qui est doté de véritables trottoirs surélevés qui protègent les piétons de la boue et des attelages, puisqu'à l'époque évidemment les chevaux passent partout. C'est un pont enfin qui est large, qui est dégagé, qui est entièrement construit en pierre et qui devient rapidement un lieu de promenade autant qu'un axe de circulation. Donc vraiment, il trouve une vertu qu'il n'avait pas avant. Et donc son nom de Pont Neuf ne désigne pas seulement un ouvrage récent, mais vraiment une nouvelle conception de l'espace public. Et puis on le sait, on le voit, on le remarque, son architecture, elle est particulièrement incroyable et remarquable. Oui, et c'est intéressant, sur cette photo, on voit ces deux développements, de part et d'autre de la pointe de l'île de la Cité. Il fait en tout 238 mètres, et il se compose donc de deux parties, on les voit. 5 arches relient la rive gauche à l'île, et 7 autres rejoignent la pointe de l'île à la rive droite. Et ces piles sont protégées par des avancées semi-circulaires qu'on voit également à l'écran et qui, du côté du pont, forment des avancées sur lesquelles les promeneurs peuvent se tenir. C'est très agréable pour admirer le paysage. On est plus proche de l'eau. Ce sont des espaces qui, déjà au XVIIe siècle, étaient très appréciés. Et puis, un autre détail qui attire à raison l'attention des visiteurs, ce sont cette centaine de visages sculptés qui ornent les consoles du pont. On appelle ça des mascarons. C'est pas des gargouilles. C'est pas des gargouilles parce que l'eau ne sort pas, en fait, c'est purement décoratif, même s'ils ont la bouche ouverte. C'est comme, si vous voulez, les vieillards qui représentent des fleuves dans la mythologie romaine, sur la bouche des fontaines. Ah oui, bien sûr. Voilà. Sauf que là, il n'y a pas d'eau qui sort, c'est simplement décoratif. Ça nous vient de l'Italie, c'est typiquement un élément de l'époque baroque. Donc c'est des visages, au départ, vaguement de vieillards qui ont été... Sont différents. Ils sont tous différents. C'est génial. Il y en a 381 et vous trouverez pas deux pareils. Alors, au 19e siècle, ils ont été retirés sous le Second Empire. On me dit dans l'oreillette qu'on pensait que c'était les ministres d'Henri IV qui étaient... Ah oui, c'est vrai que ce bruit a couru, exactement. Mais en réalité, vous voyez qu'il y en a tellement que bien malin 380 celui qui pourrait dire à qui il ressemble. Et on les a donc retirés pour les préserver au 19e siècle. Il y en a certains qu'on trouve encore dans les collections du musée Carnavalet, du musée de Cluny. Musée de la ville de Paris, donc. Mais la plupart, sauf une soixantaine sur le pont, sont des copies du 19e. Alors très vite, ce Pont Neuf, il va devenir le véritable théâtre de la vie parisienne. Finalement, c'est un peu ce qu'on avait imaginé, ce qu'on avait espéré. Effectivement, il y a de tout sur ce pont. Il n'y a plus de maisons, mais il y a toujours beaucoup de vie. On trouve des jongleurs, on trouve des charlatans, des marchands ambulants. Ils n'ont plus d'échoppes fixes, mais ils vendent sur le pont. Des arracheurs de dents, des montreurs d'animaux.
tous les jours viennent sur ce pont. Et puis, on y vient autant pour traverser la Seine, finalement, que pour voir et être vu. C'est un lieu de promenade au sens vraiment de l'élite du temps. Les écrivains de l'époque décrivent malgré tout un lieu qui est bruyant. Hein. Les embarras du Pont-Neuf sont très connus. Un lieu coloré, animé. Un vieux dicton affirmait qu'on était certain de rencontrer sur le Pont-Neuf un moine, un cheval blanc et une fille de joie. Sacré combo. Sacré combo, ça vous donne une idée de la population tout à fait loufoque qui s'y promenait. C'est vraiment le cœur battant de la capitale. Et en 1614, 4 ans après l'assassinat du roi Henri IV, on érige une statue du roi sur le Pont-Neuf, à la pointe de l'île de la Cité. Elle est détruite évidemment pendant la Révolution française en 1792, mais on en fait une nouvelle sous la Restauration en 1818, et c'est celle qu'on peut encore admirer aujourd'hui. Le Pont-Neuf qui inspire également les artistes, et on comprend pourquoi. Oui, on a parlé de Monet la semaine dernière, et là c'est Renoir qui est impressionné par la belle lumière qui se dégage du Pont-Neuf, qui offre une sorte de plateforme comme ça, on le voit sur la Seine. Baigné de lumière, il le représente ainsi. Et puis également, les écrivains en font des sujets de romans, et même les photographes bien sûr, qui, à partir du 19e, font un des décors favoris, de la Seine. Et puis, il y a bien sûr le cinéma. Et oui. Le film le plus connu, c'est en 1991, Les Amants du Pont-Neuf de Léos Carax. Il est vraiment, on peut dire, le décor principal du film, même si, pour les besoins du tournage, le Pont-Neuf que l'on voit à l'écran a été reconstitué dans le sud de la France. Oui. Je ne vous crois pas. Eh oui, c'est un faux Pont-Neuf. Alors, l'un des épisodes les plus spectaculaires de son histoire survient, lui, en 1985. Et oui, les artistes Christo et Jeanne-Claude réalisent un projet qu'on connaît bien. Emballer entièrement le Pont-Neuf dans une immense toile couleur pierre, maintenue par des kilomètres de cordage. Pendant 15 jours, les Parisiens redécouvrent leur pont sous une forme tout à fait inhabituelle. Les plis du tissu enveloppent ce grand vaisseau de pierre. Les volumes deviennent presque sculpturaux. 3 millions de personnes viennent se pressent sur le pont pour le voir ainsi revêtu. Et puis tout dernièrement, évidemment, ça s'est arrêté le 28 juin, c'est l'artiste JR qui a transformé le Pont-Neuf en caverne. On le voit aussi à l'écran pendant 15 jours. Comme un hommage au travail de 1985. Alors malheureusement pour lui, la météo s'en est mêlée d'un côté, la critique de l'autre, et l'accueil finalement a été quand même mitigé. En quoi le Pont-Neuf est-il aujourd'hui un symbole de Paris ? Eh bien parce qu'au fil des siècles, le Pont-Neuf a tout traversé. Depuis Henri IV, il a traversé les révolutions, les crues de la Seine, il y en a eu des nombreuses, en 1910, encore récemment, les occupations, les transformations de Paris sur ses berges, sans jamais subir, pour ce qui le concerne, vraiment de modifications majeures de sa structure. C'est l'avantage d'un pont en pierre. Alors, il n'est pas aussi ancien que les ponts de Rome, dont certains remontent vraiment à l'Antiquité, mais on voit que vraiment, il a tenu bon. Ces fondations également en pieux de bois installées à la fin du XVIe siècle soutiennent toujours l'ouvrage avec son revêtement de pierre. Et ça témoigne finalement cette longévité du savoir-faire extraordinaire des bâtisseurs de la Renaissance. Vous voyez, c'est pas seulement dans les châteaux, c'est aussi dans ces ouvrages d'architecture civile. Et aujourd'hui, évidemment, le Pont-Neuf, ça reste un des endroits les plus fréquentés de Paris. Les touristes y photographient le Louvre, la Seine, le square du Vert-Galant, évidemment nommé en l'honneur d'Henri IV. Et puis, bien sûr, toutes ces façades merveilleuses de l'île de la Cité. C'est un point de vue quand même. C'est un point de vue extraordinaire. Les Parisiens, eux, y passent à pied, toujours, comme au XVIIe siècle, à vélo, et sans toujours mesurer qu'ils empruntent vraiment un monument vieux de 400 ans. Plus que finalement un simple passage comme ça jeté au-dessus de la Seine, c'est devenu un véritable trait d'union entre les époques qui unit la Renaissance, la fin de la Renaissance et le XXIe siècle. Puis qui continue de vivre quand même avec ses hommages, que ce soit JR, Christo. Oui. C'est vrai qu'on voit que les artistes ont toujours envie de faire quelque chose de ce Pont-Neuf et de continuer à écrire son histoire. Exactement. Ça dit son importance. Oui, Merci beaucoup, mon cher Geoffroy, de nous avoir si bien présenté l'histoire de ce Pont-Neuf parisien que vous connaissez et que vous empruntez régulièrement. C'est quand même mieux quand on connaît son histoire. On vous retrouve bien sûr lundi prochain. Plaisir. Et en attendant, moi je vous souhaite une excellente soirée sur le Figaro TV. Je vous donne rendez-vous demain 19h sans faute. Bonne soirée.